Un mégapole qui ne repose pas sur une terre ferme, mais sur un gâteau en couche de ses propres ruines d'os et de secrets oubliés. Alexandrie, Égypte, la fiancée de la Méditerranée. Une ville fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jassacé pour devenir le centre du monde. Une ville où se dressait autrefois le phare d'Alexandrie, dont la lumière perçait l'obscurité à 50 kilomètres et où se trouvait la grande bibliothèque contenant la sagesse de toute l'humanité. Mais sous les rues modernes bruyantes, sous les fondations des immeubles, sous des couches d'asphalte chaud de béton et de déchets, se cache une autre ville. Une ville silencieuse, sombre, engloutit la ville des morts. Un nécropole qui coule lentement centimètre par centimètre dans les eaux souterraines salées du delta du Nil. Chaque fois qu'un trou est creusé ici pour un nouveau bâtiment, les constructeurs jouent à la roulette russe avec l'histoire. En général, ils trouvent des morceaux de poterie, des pièces de monnaie, des fragments de murs romains ou de citernes. Mais durant l'été chaud de 2018, dans le quartier densément peuplé de Sidi Gaber, sur la rue Al-Karmili, une équipe de construction ordinaire est tombée sur quelque chose qui les a poussés à couper les moteurs, à établir un périmètre et à appeler l'armée. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci. À une profondeur de 5 mètres sous une couche de déchets ménagers et de sable, le godet de l'excavatrice a heurté un obstacle qui ne cédait pas. Le son était différent, sourd et monolithique. Ce n'était pas le calcaire tendre dont est construit tout l'Égypte ancienne et moderne. C'était quelque chose d'incroyablement dur, froid et noir. Lorsque les ouvriers ont nettoyé manuellement le sable avec des pelles et des brosses, ils ont reculé dans une peur superstitieuse et primitive. De la terre, un monstre les regardait. Un bloc monolithique géant en granit noir. Le plus grand sarcophage jamais trouvé à Alexandrie dans toute l'histoire des fouilles officielles. Ses dimensions écrasaient 2,65 m de long, 1,85 m de haut et 1,65 m de large. Le poids de ce colosse de pierre dépassait 30 tonnes. Sa surface était lisse comme un miroir noir et sombre comme une nuit sans lune dans le désert. Il semblait étranger parmi le sable jaune et le béton gris. Il émettait une menace et une grandeur. À côté du sarcophage, un autre artefact étrange a été trouvé. Une tête, un buste d'homme en albâtre. Mais le temps et le sol agressif d'Alexandrie ne l'ont pas épargné. Les traits du visage étaient effacés flous, transformant la tête en un masque sans visage, en un fantôme gardant le repos de son maître. Qui était-il, un gardien ou une représentation de celui qui repose à l'intérieur? Mais ce qui était le plus effrayant n'était pas les dimensions cyclopiques ni le gardien sans visage. Ce qui était le plus effrayant, c'était l'anonymat absolu. Dans l'Égypte ancienne, un nom est un ren, c'est la clé de la vie éternelle. Effacer un nom, c'est tuer une âme, la priver de la possibilité de trouver son chemin dans le douat. Les rois et les nobles couvraient chaque centimètre de leur tombe de sortilèges de noms et de titres. Sur ce sarcophage, il n'y avait pas un seul hiéroglyphe, pas un seul cartouche, pas une prière au dieu Osiris Anubis ou Ptah. Une tombe anonyme et muette pour quelqu'un de très important, de très riche ou de très dangereux. Quelqu'un que l'on voulait cacher ou oublier. Le monde entier retenait son souffle. La nouvelle a fait le tour de la planète en quelques heures. Twitter, Facebook, les fils d'actualité ont explosé de théories. Des gens fatigués de la politique et des guerres aspiraient à un miracle ou à une horreur. On parlait de la malédiction des pharaons qui nous frapperait si nous ouvrions le cercueil. On parlait d'un ancien mal scellé. On parlait des plaies bibliques. On disait que 2018 avait déjà été difficile et qu'il ne fallait pas réveiller les démons endormis. Mais il y avait aussi ceux qui espéraient la plus grande découverte. Alexandre le Grand. Sa tombe, le Soma, a été perdue il y a 2000 ans. Pourrait-il reposer ici dans la pierre noire, attendant son heure? La science ne connaît pas la peur des mythes, mais elle sait la prudence. Le 19 juillet, sous le soleil brûlant d'Égypte, en présence des forces spéciales du ministère de l'Intérieur, du renseignement militaire et de dizaines de caméras de télévision, l'opération a commencé. Et ce que les archéologues ont vu à l'intérieur lorsque la lumière a pénétré pour la première fois dans cette capsule, après 2 millénaires, les a contraintes à enfiler des respirateurs chimiques et à reculer avec horreur. À l'intérieur, il n'y avait pas de masque en or brillant, d'une lumière éternelle. Il n'y avait pas de momie soignée en bandelettes de lin blanche. Le sarcophage était rempli jusqu'au bord d'un liquide sombre, visqueux et nauséabond semblable à du sang dans lequel flottaient, comme dans un chaudron de sorcière, les restes décomposés et chaotiquement dispersés de 3 personnes. L'odeur qui s'est échappée était physiquement insupportable.
C'était une odeur concentrée et dense de décomposition mélangée à quelque chose de chimique âcre, une odeur douceâtre d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. Le monde a vu l'élixir rouge et cette découverte a déclenché une chaîne d'événements qui a conduit aux conclusions les plus inattendues et choquantes sur la vie, la guerre, la médecine et la mort dans le monde ancien. Nous commençons l'enquête la plus vaste et la plus détaillée. Nous allons analyser la composition chimique de ce liquide, effrayant jusqu'à l'atome. Nous étudierons chaque fissure sur les os sous un microscope électronique. Nous reconstruirons les visages de ces personnes grâce à l'anthropologie judiciaire. Et nous découvrirons qui sont ces 3 personnes enterrées dans le précieux granit noir pour être retrouvées 2000 ans plus tard flottant dans l'eau rouge de l'oubli. Pour comprendre l'ampleur réelle de cette énigme et le niveau de richesse de ceux qui ont organisé ces funérailles, il faut commencer par le matériau même, le granit noir. En langage géologique, le syénite ou le gabbro-diabase. Ce n'est pas simplement une pierre, c'est un marqueur géologique de statut et de pouvoir suprême. Dans les environs d'Alexandrie, dans tout le nord de l'Égypte, dans le delta du Nil, il n'y a pas de carrière de granit. Toute cette terre est faite de dépôts de calcaire tendre et de grès. Ici, on construisait avec ce qui était sous les pieds. Mais le granit noir, c'est le sang des montagnes. Le gisement le plus proche de granit noir de cette qualité et densité se trouve à Assouan. C'est le sud de l'Égypte à la frontière avec la Nubie. La distance d'Assouan à Alexandrie est de plus de 1100 km en amont du Nil. Essayez d'imaginer la logistique de ce processus à l'époque des Ptolémées, entre 305 et 330 avant Jatocée, période à laquelle la découverte est supposée appartenir. Le transport d'un bloc monolithique pesant 30 tonnes, le poids d'un char de combat moderne ou d'un camion-benne chargé, sur une telle distance était un exploit d'ingénierie. D'abord, la pierre devait être taillée dans la roche en utilisant des billes de dolérite et des scies en cuivre avec abrasif. Ce travail prenait des mois. Ensuite, le bloc devait être transporté jusqu'à la rivière, puis chargé sur une barge renforcée spéciale capable de supporter un tel poids ponctuel sans chavirer. Ensuite, il fallait le faire descendre le Nil à travers les rapides et les bancs pendant 1000 km, et enfin le décharger au port d'Alexandrie et le traîner sur des rouleaux jusqu'au lieu d'inhumation à Sidi Gabber. Le risque de perdre la pierre dans la rivière était énorme. Le coût d'un tel bloc livré à Alexandrie en tenant compte du travail de centaines de travailleurs d'ingénieurs et de marins était astronomique. C'est comme aujourd'hui acheter un jet d'affaires privé ou un yacht. Qui pouvait se permettre un tel cercueil? Un simple commerçant en non. Un riche propriétaire terrien peu probable. Seulement un roi membre de la dynastie régnante des Lagides des Ptolémées, ou un représentant de la haute noblesse militaire sacerdotale ou administrative. Une personne ayant le pouvoir et les ressources de l'État. C'est pourquoi la première, la plus bruyante et la plus désirable version était que nous avions trouvé Alexandre le grand général conquérant du monde mort à Babylone. Mais son corps avait été volé par Ptolémée Tanantier et transporté en Égypte. Il avait été enterré à Alexandrie dans un cercueil en or qui avait ensuite été remplacé par un cercueil en verre ou en albâtre. Sa tombe, le légendaire Soma, était le centre du pèlerinage des empereurs romains, mais a ensuite été perdu à travers les siècles après une série de tremblements de terre destructeurs et de tsunamis qui ont modifié la côte de la ville. Le monde archéologique entier retenait son souffle. Si c'était Alexandre, l'histoire se réécrivait aujourd'hui. Les dimensions du sarcophage confirmaient la version de la grandeur. C'était un cercueil hors norme, c'était un monument. Un char parmi les cercueils. Des parois d'une épaisseur de 40 cm. Mais l'absence d'inscription était un criant paradoxe. Les pharaons et les rois ptolémées étaient obsédés par leur héritage, leur nom. Ils couvraient leur cercueil, leur sarcophage, leur mur de sortilèges du livre des morts, l'âme duate, le livre des portes. Ils écrivaient leur nom partout pour que le cas, l'âme puisse trouver le corps, pour que le nom vive éternellement. Et ici le silence. Un silence lisse noir polymiroir. Le sarcophage était muet. De plus, un examen minutieux de l'interface entre le couvercle massif et la boîte principale a révélé la présence d'une épaisse couche de mortier calcaire. C'était une observation critique. Cela signifiait que le sarcophage était scellé hermétiquement. Le mortier n'avait pas été perturbé. Personne ne l'avait ouvert avec un pied de biche. Personne n'avait déplacé le couvercle depuis les funérailles. Personne ne l'avait pillé. Personne ne l'avait réutilisé, ce qui était une pratique courante. C'était une tombe vierge. Une capsule temporelle non touchée par les pilleurs pendant 2000 ans. Et cela effrayait encore plus les experts. À Alexandrie, tout était pillé. Les tombes des rois, les temples, les palais, tout avait été saccagé dès l'Antiquité.
Si les pilleurs n'avaient pas touché cet objet géant et visible, cela signifiait qu'ils ne l'avaient soit pas trouvé, ce qui est étrange compte tenu de sa taille et de sa profondeur de seulement 5 mètres, soit qu'ils savaient qu'il ne fallait pas y toucher, qu'il était maudit, qu'il était dangereux, que quelque chose à l'intérieur valait mieux rester dans l'obscurité. L'opération d'ouverture ressemblait à une opération militaire pour désamorcer une bombe ou éliminer une urgence biologique. Le périmètre de la rue Al-Karmili était bouclé par la police et l'armée armée de fusils d'assaut. Les résidents des maisons voisines ont été priés de fermer leurs fenêtres. Des foules de journalistes du monde entier de curieux et de blogueurs se sont rassemblés repoussés derrière des cordons de sécurité. Le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le docteur Mustapha Ouaziri, est personnellement venu sur place pour superviser le processus. Il comprenait que si c'était Alexandre, c'était la gloire, si c'était la peste, c'était une catastrophe. Les ingénieurs ont installé de puissants vérins hydrauliques des treuils et des sangles sous le couvercle massif pesant 15 tonnes. Les grues étaient prêtes. La tension était palpable dans l'air dense comme la chaleur de juillet. Le silence était tel qu'on pouvait entendre le bourdonnement des mouches. Dès qu'une fente de 5 cm s'est formée, tous ceux qui se trouvaient à proximité ont été frappés comme par un point physique au visage. Une vague d'une puanteur insupportable. Ce n'était pas simplement l'odeur de moisie, de moisissure ou de vieille poussière typique des tombes égyptiennes sèches. C'était une odeur active âcre, suffocante, ammoniacale, de décomposition et de chimie lourde. Une odeur d'égout mélangée à celle d'un morgue. Les ouvriers habitués à tout sur les fouilles ont commencé à tousser, à se couvrir le visage de leurs mains et à reculer. Il a fallu arrêter d'urgence le levage et enfiler des respirateurs à charbon professionnel et des masques. L'opération a été suspendue pendant 1 heure pour aérer le site et permettre aux gaz accumulés méthane et sulfure d'hydrogène de se dissiper. Cet incident avec l'odeur a immédiatement engendré une nouvelle vague de rumeurs paniques sur les réseaux sociaux. Ils ont libéré un virus ancien. C'est le souffle maudit de la momie. Une épidémie va commencer qui détruira Alexandrie. Les gens se souvenaient de la découverte de la tombe de Toutankhamon et des meurtres qui ont suivi. Mais lorsque le couvercle a finalement été complètement soulevé et que la lumière vive des projecteurs est tombée à l'intérieur de la boîte noire, les yeux ont découvert une scène digne du film d'horreur gothique le plus sombre. 3 crânes, des os jaunis éparpillés de manière chaotique, et tout cela presque entièrement immergé dans une boue trouble opaque rougeâtre. Le liquide remplissait le sarcophage presque jusqu'au bord dévoilant le fond. Ce n'était pas comme la sépulture sèche, stérile et dorée de Toutankhamon, où les objets étaient à leur place depuis 3000 ans. C'était un marais sale et puant à l'intérieur de la pierre précieuse. Une mort liquide. Le chaos. Des photos du liquide rouge prises par des mains tremblantes sur des téléphones se sont répandues sur Internet, devenant virales. Les conspirationnistes, les ésotéristes et les alchimistes étaient en émoi. Ils criaient à propos du mercure rouge, une substance mythique conférant du pouvoir. Ils parlaient de sang de victimes sacrifiées aux dieux sombres. Ils écrivaient sur l'élixir d'immortalité utilisé par les Atlantes ou des extraterrestres. Sur le site changea.org, une pétition surréaliste et folle a été lancée récoltant des dizaines de milliers de signatures en quelques jours. Le texte de la pétition disait littéralement ceci : « Nous voulons boire l'élixir rouge du sarcophage maudit pour obtenir la puissance des anciens dieux et mourir. » Les gens étaient sérieusement prêts à boire le contenu de la tombe. C'était un psychose collectif, une démonstration de la façon dont le mythe l'emporte sur la raison au XXIe siècle. Mais l'analyse en laboratoire effectuée par des chimistes égyptiens le même jour a donné une réponse prosaïque mais d'autant plus répugnante qui devait calmer les esprits échauffés. Le liquide rouge n'était pas une potion mystique, c'était des eaux usées. En effet, la moderne Alexandrie repose sur un sol marécageux et humide du delta du Nil. Au cours de 2000 ans, le niveau de la mer Méditerranée a augmenté le niveau des eaux souterraines a changé. La ville s'est affaissée. De plus juste au-dessus du lieu d'inhumation sous la rue, passait un ancien système de drainage troué de la ville moderne. Sur la paroi granitique du sarcophage au niveau de la jonction entre le couvercle et le corps, une micro-fissure a été trouvée. Fine comme un cheveu, elle est probablement apparue des centaines d'années auparavant à cause des mouvements du sol. Mais au fil des siècles, goutte à goutte, à travers cette fissure, des mètres cubes d'eau usée de la rue se sont infiltrés à l'intérieur. L'eau a rempli le volume hermétique.
Elle s'est mélangée aux produits de décomposition des trois corps, aux poisons cadavériques, aux graisses aux protéines, avec des milliers de mètres de tissu de lin qui enveloppa autrefois les défunts des bandelettes pourries, avec des résines dissoutes pour l'embaumement et des oxydes de fer du sol, et peut-être d'objets en fer à l'intérieur. La couleur rouge n'est pas du sang, c'est de la rouille, de l'oxyde de fer de l'organique dissous et des tanins. Les Sakotins ont littéralement bouilli dans cette soupe chimique toxique et agressive. L'environnement alcalin agressif des eaux usées et les bactéries anaérobies ont détruit les momies. Les tissus, la peau, les muscles, le cartilage, les yeux, les cheveux, tout s'est dissous sans laisser de traces. Tout s'est transformé en cette même boue rouge. Seuls les os les plus résistants imprégnés de souillure ont survécu. C'était une tragédie pour la science car les tissus mous auraient pu donner un accès facile à l'ADN, montrer des tatouages, des cicatrices ou des traits du visage. Mais les os ont survécu. Et lorsqu'ils ont été nettoyés de la boue rouge séchée et étalés sur la table, ils ont commencé à raconter leur histoire. Et cette histoire s'est révélée être un véritable film d'action militaire. Les anthropologues ont extrait les restes de la boue, les ont emballés dans des conteneurs stériles et les ont transportés au laboratoire du Musée national d'Alexandrie. Un travail minutieux de nettoyage et de séchage a commencé. Lorsque les os ont été disposés sur la table d'anatomie, il est devenu clair que ce n'était pas Alexandre le Grand. Il était mort jeune à 32 ans, et ce n'était pas une famille royale, pas de dorure sur les doigts, pas de masque en or. C'était quelque chose de plus étrange et de démocratique. L'équipe de scientifiques dirigée par le docteur Zainab Hashish a commencé l'analyse. Le squelette numéro 1 est celui d'un homme, âge entre 35 et 39 ans, taille d'environ 160-165 cm, une constitution robuste. Des endroits développés pour l'attache des muscles sont visibles sur les os. Il a fait un travail physique lourd ou a été militaire. Le squelette numéro 2, femme, âge entre 20 et 25 ans. Taille lancelière de 160-164 cm, fragile. Sa présence ici est un mystère. Le squelette numéro 3. Homme, âge entre 40 et 44 ans. Le plus fort, le plus grand et le plus puissant de tous. Ses os étaient les plus massifs. Pourquoi 3 personnes reposent-elles dans un même cercueil ? Ce n'est pas caractéristique des traditions égyptiennes classiques de l'époque des pharaons où chacun avait droit à sa propre maison éternelle. Les inhumations collectives étaient réservées aux pauvres, mais les pauvres n'achètent pas de granit de 30 tonnes d'Assouan. Cela pourrait signifier qu'ils sont morts en même temps. Une épidémie de peste, une exécution de masse, les conséquences d'une bataille ou d'un siège, ou c'était une crypte familiale, où les corps étaient enterrés au fur et à mesure que les membres de la famille mouraient. L'analyse de la position des os dans le sarcophage a montré que les corps avaient été placés à des moments différents, le sarcophage ayant été ouvert et fermé au moins 2 fois, déplaçant les corps déjà squelettisés sur le côté dans un coin pour faire de la place pour un nouveau défunt. C'était un cercueil communautaire d'élite, une crypte pour une famille ou une confrérie. Mais la découverte la plus intéressante, la plus choquante qui a renversé la conception de la médecine de l'époque attendait les scientifiques lorsqu'ils ont regardé les crânes sous le microscope et ont fait des radiographies. À l'arrière du crâne du 3e squelette, celui de l'homme le plus âgé et le plus puissant, un trou a été découvert. Parfaitement rond avec des bords lisses d'environ 17 cm de diamètre. Situé sur l'os occipital dans une zone dangereuse. Au début, les experts ont pensé à un acte criminel ou à la guerre. Un coup de marteau de guerre, une frappe, une pierre de fronde ou une flèche. Cela correspondrait à la version des guerres puisque le sarcophage a été trouvé près de l'emplacement des anciennes casernes, des Ptolémées et des murs de la ville. Mais en examinant de près les bords du trou sous agrandissement, le docteur Zainab Hashish a vu quelque chose d'incroyable. Les bords de l'os étaient lisses, arrondis, cicatrisés. La structure interne poreuse de l'os, la diploé, était recouverte d'un nouvel os dense. Un callus osseux s'était complètement formé autour de la coupure. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, et cela a choqué les neurochirurgiens modernes. L'homme a eu un trou dans le crâne et a survécu. Il n'est pas mort d'infection, de saignement ou de choc. Il a vécu avec ce trou pendant des mois, peut-être même des années après l'événement. Ce n'était pas une blessure. C'était une opération, une trépanation du crâne. Dans l'Égypte ancienne, la médecine était avancée. Nous le savons grâce aux papyrus d'Ebers et de Smith. Ils savaient traiter les fractures, connaissaient l'anatomie. Mais la trépanation est un exploit même pour la chirurgie moderne.
Ouvrir la boîte crânienne avec des instruments en bronze, un forêt ou un grattoir sans endommager la dure mère, sans toucher les sinus veineux, sans introduire d'infection, en l'absence d'antibiotiques et de salles d'opération stériles, sans tuer le patient par choc douloureux et faire en sorte qu'il se rétablisse et retrouve la vie. C'est un niveau de compétence accessible à très peu de personnes à cette époque. Pourquoi lui a-t-on fait cette opération? Pas pour l'expérimentation. Peut-être pour retirer un éclat d'os ou un hématome après une grave blessure à la tête, ce qui confirme la version du guerrier, ou pour libérer des esprits malins provoquant des épilepsies ou des migraines insupportables à cause de la pression intracrânienne. Cet homme n'était pas simplement un soldat ordinaire, il était un vétéran, un atout précieux, un commandant pour la vie, duquel les meilleurs médecins de l'époque se battaient. Cela prouve son statut social élevé. Personne ne se risquerait à réaliser une opération neurochirurgicale complexe, risquée et coûteuse sur un simple esclave ou un fantassin. C'était un patient d'élite. En tamisant le limon rouge restant au fond du sarcophage, les archéologues ont trouvé des artefacts qui avaient survécu dans l'environnement chimique agressif des eaux usées. Ce n'étaient pas de grosses décorations des bracelets en or ou des colliers en lapis lazuli. C'étaient des plaques d'or pures de 24 carats, aussi fines que du papier. Rectangulaires de la taille d'un timbre postal, environ 3 par 5 cm, 3 pièces sans texte. Mais elles portaient des images en relief. Étrange schématique des lignes fines réalisées par estampage. Agrandi de plaques montraient l'image d'un œil. Un œil grand ouvert avec une pupille et des paupières. L'œil de la montagne Ouadgénon. Le style était différent plus tardif. Grec-romain réaliste. Ce étaient des images symboliques peut-être votives des offrandes pour la guérison de la vue ou des amulettes magiques conférant une seconde vue dans l'au-delà. Mais la découverte la plus mystérieuse était la 3e plaque en or. Elle portait l'image d'un serpent, une cobra. Dans la symbolique égyptienne, la cobra est l'uréa. C'est le symbole du pouvoir royal de la protection divine, le symbole de la déesse Ouadjé protectrice de l'Égypte inférieure. L'uréa était porté sur le front uniquement par les pharaons et les dieux. Mais ces personnes n'étaient pas des rois. Les squelettes c'était trop ordinaire, le sarcophage sans nom l'inhumation collective. Alors qui était-il? L'or est un métal inerte. Il ne s'oxyde pas. Il a reposé dans un environnement acide des eaux usées pendant 2000 ans et brillé comme s'il avait été posé hier. C'était la seule lumière dans cette obscurité. Ces plaques étaient probablement posées sur les corps, sur les visages, sur les yeux et dans la bouche, ou cousues dans les vêtements funéraires. Peut-être couvraient-elles les yeux ou la bouche des défunts comme la monnaie de Charon, le paiement aux passeurs dans la tradition grecque. Ou comme une protection magique des sens dans l'au-delà pour que le défunt puisse voir parler et être protégé lors du jugement d'Osiris. Le serpent pouvait être un signe d'appartenance à la caste sacerdotale, à la guilde des médecins, symbole de la médecine ou au culte populaire d'Agathodaimon à Alexandrie, l'esprit bienveillant, serpent protecteur de la maison et de la ville. En rassemblant toutes les preuves dans ce sarcophage en granit d'une valeur inestimable, les traces d'une trépanation complexe avec survie, la puissance physique des hommes, les amulettes en or avec une symbolique de protection, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion suivante. Nous assistons à l'inhumation de l'élite militaire ou militaire religieuse de la première époque des Ptolémées, vers 300-200 ans avant Jotsé. Alexandrie, à cette époque, était un creuset, un camp militaire, une base navale, un centre de conquête. Les Ptolémées étaient en guerre en permanence. Ces personnes pouvaient être des officiers de haut rang dans l'armée, peut-être des mercenaires grecs ou des Macédoniens ayant adopté les coutumes funéraires égyptiennes tout en conservant leurs traditions. La femme pouvait être la femme de l'un d'eux enterrée dans la crypte familiale. Ou elle pouvait aussi être une guerrière. L'histoire connaît des exemples de femmes dans les armées macédoniennes, où elle pouvait être une prêtresse du culte d'Isis vénérée comme une déesse guerrière. L'absence de nom sur le sarcophage est le plus grand mystère. Elle peut être expliquée par 2 versions. La première version est que le sarcophage était secondaire volé. Dans l'Égypte ancienne, le pillage des tombes et la réutilisation de cercueils en pierre coûteux étaient la norme et même un commerce légal en période de crise. Peut-être que quelqu'un a jeté une vieille momie de l'époque des pharaons, a effacé à poncer les anciens noms et titres pour libérer de l'espace et y a placé ses morts, mais n'a pas eu le temps d'apporter de nouvelles inscriptions à cause de la précipitation de la mort de l'artisan ou du manque d'argent pour un graveur de granit.
La deuxième version est la précipitation et le chaos. Ils sont morts durant une épidémie, une révolte ou un siège de la ville qui ont été nombreux dans l'histoire d'Alexandrie. Ils devaient être enterrés rapidement, mais avec le maximum d'honneur correspondant à leur rang. Le bloc de granit avait été préparé à l'avance dans un entrepôt, mais le graveur n'a pas eu le temps de faire son travail. Le couvercle a été fermé, scellé avec du mortier et oublié dans le tumulte de l'histoire. Revenons à ce liquide qui a tant effrayé le monde et provoqué l'hystérie. L'analyse chimique a mis un point final scientifique aux mystifications. La couleur rouge n'est pas du sang, l'hémoglobine se décompose et noircit avec le temps. Et ce n'est pas le mythique mercure rouge utilisé par les alchimistes médiévaux. C'est le résultat d'une chimie banale. L'oxydation du fer. Fe203. Les eaux souterraines dans ce quartier de Sidi Gaber sont saturées de fer. De plus, il se peut que le sarcophage ait initialement contenu des objets en fer, armes, attaches et amulettes clouses, qui se sont complètement dissous et oxydés pendant 2000 ans dans l'eau, teintant celle-ci d'une couleur rougeâtre et épaisse de rouille. Mélangez les oxydes de fer avec des tannins, des substances tannantes provenant des tissus de lin en décomposition. Les momies étaient enveloppées dans des dizaines de mètres de lin avec des résines dissoutes et du bitume, et vous obtiendrez ce bouillon sombre, rougeâtre, opaque et sinistre. Ces fous qui ont signé la pétition avec le désir de le boire risquaient de recevoir une dose mortelle de toxines de poisons cadavériques, cadavérines putrescines, bactéries sporées de moisissures anciennes et métaux lourds. C'était du poison pur, une arme biologique. Les scientifiques ne se sont pas arrêtés à l'étude des os. Utilisant des technologies modernes de reconstruction faciale judiciaire qui sont appliquées en criminalistique pour identifier les victimes de crimes, ils ont reconstitué l'apparence de ces personnes. Sur la base des crânes des modèles numériques ont été créés. L'homme avec la trépanation. Un guerrier avait un visage large, une mâchoire inférieure puissante et un grand nez avec une bosse. Un type méditerranéen typique et volontaire. Il avait l'air d'un homme habitué à donner des ordres et à supporter la douleur. Le deuxième homme était plus raffiné avec des traits de visage plus doux. La femme avait des traits fins et délicats, de grands yeux. Ils n'étaient pas des Égyptiens anciens au sens classique comme sur les fresques des pyramides. Ils étaient des Alexandrins, ce mélange unique de sang grec, macédonien et égyptien qui est né à l'époque hellénistique. Des habitants d'un mégapole qui était le New York de l'Antiquité où toutes les races et cultures se mêlent. Nous avons pour la première fois regardé dans les yeux des citoyens de la ville d'Alexandre. La découverte du sarcophage à Sidi Gaber a révélé un autre problème moderne global que les promoteurs et les autorités préfèrent garder sous silence. Alexandrie est en train de couler. Le niveau de la mer Méditerranée monte à cause du réchauffement climatique. Le sol du delta du Nil s'affaisse sous le poids des bâtiments et en raison de l'extraction de gaz. Les systèmes de drainage de la ville construits il y a 100 ans ne fonctionnent plus. Le sarcophage a été inondé non pas parce qu'il a été maudit par les dieux, mais parce que la ville repose sur l'eau. Les eaux souterraines remontent de plus en plus, s'infiltrant dans les sous-sols, les fondations et les anciennes cryptes. Sous chaque maison de la vieille Alexandrie pourrait se trouver une boîte noire semblable pleine d'eau et d'os. Nous marchons sur un cimetière qui se dissout lentement. L'archéologie à Alexandrie est toujours une opération de sauvetage d'urgence. Les scientifiques doivent littéralement arracher l'histoire des griffes de l'eau, du béton et du temps en quelques jours avant que le fondement d'un nouveau centre commercial ne soit coulé. Ce sarcophage est une chance rare et incroyable. En général, lorsque les constructeurs tombent sur des antiquités, ils les recouvrent discrètement de béton la nuit pour ne pas arrêter la construction, ne pas appeler les archéologues, ce qui gèlerait le projet pendant des mois, et ne pas perdre d'argent. Et grâce à la vigilance d'un inspecteur, nous avons obtenu un échantillon unique et intact de l'époque. Maintenant, le gigantesque sarcophage noir se trouve dans la cour du Musée national d'Alexandrie, nettoyé vide noir brillant au soleil comme un monolithe d'une odyssée cosmique. Les os sont conservés dans des boîtes stériles du laboratoire. Le liquide rouge a été éliminé comme des déchets biologiquement dangereux, au grand désappointement de milliers de fanatiques. La découverte ne nous a pas donné l'or des pharaons ni des montagnes de bijoux. Elle ne nous a pas donné le corps d'Alexandre le Grand que nous recherchons depuis 2000 ans. Mais elle nous a donné quelque chose de plus important, de profond et d'humain, la vérité. La vérité sur la vie et la mort de vraies personnes et non de dieux mythiques. Sur le fait qu'il y a 2000 ans, les gens savaient réaliser des opérations complexes sur le cerveau sauvant des vies après de terribles blessures. Sur le fait qu'ils prenaient soin de leurs morts, essayant de protéger leur repos avec des murs en granit de 30 tonnes contre l'éternité. Sur le fait
que même la pierre la plus solide, la plus chère, ne peut protéger contre l'eau, le temps et l'oubli. 3 squelettes sans nom flottant dans une boue rouge nous ont raconté une histoire de guerre, de médecine, d'amour, car ils ont été enterrés ensemble comme une famille. Et leur mort est plus significative que n'importe quelle chronique sèche. Ils nous ont rappelé que l'histoire n'est pas seulement faite de rois et de pyramides. Ce sont des gens de chair et de sang qui ont vécu, aimé, combattu, souffert et sont morts espérant l'immortalité. Et d'une certaine manière, grâce à ce coup accidentel de l'excavatrice lors d'une chaude journée de juillet 2018, ils l'ont obtenu. Le monde a été choqué non par la malédiction de la momie, mais par la prose de la vie. Le liquide rouge s'est avéré être des os usés, et les mystérieux rois étaient des cendres des patients chirurgiens et des vétérans de guerre. Mais n'est-ce pas incroyable, la réalité est toujours plus intéressante, plus complexe et plus dramatique que n'importe quel mythe. Nous avons regardé dans les orbites vides des personnes qui ont vécu à l'époque du déclin du grand empire des Ptolémées, et nous y avons vu non pas des démons, mais des reflets de nous-mêmes vulnérables, mortels, mais essayant de tromper le temps avec de la pierre et de l'or. Le sarcophage est fermé. Et les questions restent, hein? Combien d'autres de ces capsules noires reposent sous les rues d'Alexandrie attendant leur heure, et aurons-nous le temps de les trouver avant que la mer ne dévore définitivement la ville? Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.